Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui agressent? On connaît tous une personne agressée. Puis ça veut nécessairement dire qu'on est aussi entouré de personnes qui agressent. C'est un fait, puis on peut pas y échapper. Nos frères, nos cousins, nos pères, nos chums ont peut-être déjà agressé quelqu'un. La majorité des personnes qui agressent sont des hommes, et la majorité des personnes agressées sont des femmes. Qu'est-ce qui permet à un ou une survivante d'agression de passer à autre chose et d'obtenir justice? Ben sûrement pas le système de justice, à cause de la présomption d'innocence, et pas toujours la prison, surtout quand notre agresseur est une personne qu'on connaît ou même qu'on aime. Aujourd'hui, je reçois Lydia Rizzi, qui est étudiante au doctorat en études des populations à l'Institut national de la recherche scientifique. Dans le cadre de sa maîtrise en sciences politiques à l'Université Concordia, elle s'est intéressée à l'efficacité du paradigme de justice criminelle à réduire les violences sexuelles. Elle se positionne comme abolitionniste du système carcéral et propose des avenues de justice transformative. Pour son projet doctoral, elle se tournera sur la place du plaisir dans les trajectoires post-violence sexuelle. Donc, bonjour Lydia. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai beaucoup aimé te lire. Puis pour être honnête, j'avais jamais lu un travail comme le tien où tu parles de justice réparatrice pour les personnes survivantes d'agression, puis où tu parles aussi beaucoup de ton vécu personnel. Puis on voit très rarement ça dans le domaine de la recherche. Puis j'ai vraiment plein de questions à te poser. Donc, avant de commencer, là, la présentation que j'ai faite de toi est peut-être incomplète. Peut-être que tu aimerais te présenter aux auditeuristes. Donc, je vais te laisser y aller. Oui, allô, mon nom c'est Lydia Rizzi. Je viens de soutenir mon mémoire qui justement portait sur le processus de criminalisation des violences sexuelles dans le contexte de justice canadienne et regarder c'est quoi les alternatives. Donc, on va pouvoir en parler avec Catherine au cours des prochaines minutes. Sinon, je commence mon doctorat à l'INRS en études des populations. J'ai été pendant 8 ans chez Fusion Jeunesse. J'ai travaillé, comme Catherine a mentionné, en communauté autochtone, sur le terrain et plus au niveau des opérations et de la philanthropie par après. Et maintenant, je suis aussi consultante pour des organismes à but non lucratif à mon propre compte. Super. Ben, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast. Si tu es prête, je vais commencer avec les questions plus d'ordre général. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux définir un peu c'est quoi l'abolitionnisme dans ton champ de recherche? Oui, donc je vais juste préciser, ma recherche s'apporte vraiment sur l'idée de l'abolitionnisme carcéral ou l'abolitionnisme pénal, ce qui veut dire un monde sans prison et sans police. Au-delà de l'absence de la police et de la prison, ce qu'on vise avec l'abolitionnisme, c'est aussi de créer des outils qui vont permettre qu'on n'a pas besoin de police et de prison. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser le mal ou qu'est-ce que la société définit comme des crimes dans notre communauté, en prévention et quand qu'ils arrivent, sans avoir à se fier à la police ou aux prisons, parce que justement, les polices et les prisons, ça crée beaucoup de mal dans la communauté, ça crée des disparités. Donc, on veut essayer de travailler à l'extérieur de ça. Donc, l'abolitionnisme, ça se positionne un peu comme une alternative, qui n'est pas juste l'absence des prisons et de la police, mais vraiment de la construction d'outils pour adresser la violence dans notre communauté. Oui, puis tu viens d'y répondre un petit peu, mais quels avantages on aurait en tant que société, finalement, d'abolir les prisons puis de les remplacer par des formes de justice réparatrice? Puis en quoi est-ce que ça faciliterait la guérison des personnes survivantes d'agression? Oui, je veux juste apporter une précision ici. Le terme justice réparatrice, c'est vraiment un terme qui est quand même assez utilisé dans le contexte canadien et québécois, mais ça se distingue vraiment de ce que les abolitionnistes proposent, qui est la justice transformatrice. Okay. Donc, la justice réparatrice, c'est vraiment cette notion que pour réparer, donc quand on parle de réparation, pour réparer quand un crime est survenu, il faut que la personne qui est connue comme le criminel répare envers la victime afin qu'on puisse restaurer les conditions qui sont arrivées avant que le crime ait lieu. La justice transformatrice, elle pousse ça un peu plus loin. Le but, c'est pas juste
de réparer la relation entre la victime et le criminel. Puis là, j'utilise vraiment les mots du système de justice criminelle et le lien avec la communauté, mais veut aller au-delà pour transformer les conditions qui ont permis à cet incident d'arriver. Puis c'est vraiment ça qui va au-delà, puis au-delà de la justice réparatrice, c'est qu'on ne veut pas retourner aux conditions d'avant, on veut transformer les conditions d'avant, permettre à l'individu qui a été victimisé, la personne qui a victimisé, à la communauté, oui, de guérir, de sentir qu'il y a une prise de responsabilité de chaque part, mais qu'on vienne vraiment transformer les conditions qui sont systémiques. Puis ça, c'est vraiment un des chevals de bataille des abolitionnistes, c'est que le système de justice criminelle va individualiser l'enjeu de la violence sexuelle en disant, ben, il y a quelques dangereux violeurs dans notre société, mais c'est vraiment, il y a des conditions en place qui permettent à cette violence-là de se perpétuer dans la communauté. C'est pas l'affaire de quelques individus. Donc, la justice transformatrice veut vraiment aller au-delà puis transformer les conditions de la société qui ont permis à cette violence-là de prendre place et non pas juste de mettre le blâme sur l'individu qui a causé la violence. Wow, c'est vraiment intéressant de t'entendre. J'aimerais vraiment comme pouvoir expliquer ça là, aux personnes là, qui pensent justement qu'il y a des méchants abuseurs, puis que c'est pas, comme tu viens justement de l'expliquer, là, que c'est pas un problème là, qui est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, puis en fait, si je peux rebondir là-dessus, tout au long de ma recherche, autant par mes collègues dans le département que dans des cercles d'amis ou même dans le contexte de date, quand je parle d'abolitionnisme carcéral, les gens ils sont comme on fait quoi avec les violeurs? C'est vraiment une question qui revient parce qu'on a des images de Carmen Molka, de Robert Pickton, qui sont des violeurs reconnus, qui sont médiatisés. On a des documentaires true crime, des podcasts, ils sont dans les médias partout. Puis les gens s'attachent beaucoup à ces figures-là de violeurs qui sont qui créent vraiment beaucoup de violence et qui créent vraiment beaucoup de mal aux personnes qu'ils victimisent. Mais la violence sexuelle, ça prend vraiment beaucoup de formes dans notre société. Puis c'est comme si on se détachait ou on se dissociait de c'est quoi la violence sexuelle quand on a des figures vraiment poignantes comme ça, qui sont médiatisées, qu'on fait des films sur eux au cinéma. Puis on se dit, ben ça nous empêche de nous regarder nous-mêmes puis être comme comment est-ce que moi j'ai pu créer du mal ou victimiser sexuellement des gens en dépassant des limites et des choses comme ça. Donc, je pense que ça vient aussi distorsionner notre compréhension de c'est quoi la violence sexuelle. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les violeurs? Ben, si on mettait tout le monde qui violait des gens en prison, il ne resterait plus grand monde à l'extérieur. Là, si on comprend c'est quoi le concept de violence sexuelle. Mm-hmm. Oui, puis récemment, je discutais de ça avec des amis, puis souvent, les personnes qui agressent, c'est rarement des inconnus. Tu sais, c'est pas des personnes nécessairement qu'on veut voir derrière les barreaux. Donc, c'est vraiment une grande question, là, justement, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait avec les violeurs? Puis aussi, je vais continuer là, je vais enchaîner avec la prochaine question, mais t'expliques dans un des travaux que la pratique de créer une liste de noms de personnes qu'il faut éviter, ben, c'est une pratique qui vient des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe pour éviter justement que d'autres travailleurs ou travailleuses aient affaire là, avec un mauvais client ou aient une mauvaise expérience. Puis j'aimerais savoir, là, c'est l'historienne en moi là, qui parle, mais est-ce que c'est une pratique qui, à ta connaissance, existe depuis longtemps? Bien, ça existe depuis les années 60. C'est ça, j'en parlais avec mon ami récemment. Puis c'est vraiment ancré dans le travail de travailleuses du sexe, mais particulièrement de travailleurs du sexe noir et trans aux États-Unis. Puis c'est vraiment une pratique pour se protéger quel client qu'on veut éviter. Puis je pense que MeToo aussi, ça a quand même été quand même bien effacé, là, que c'était une femme noire qui a vraiment lancé le hashtag. Donc, je pense que c'est vraiment important de reconnaître comme l'intersectionnalité de cette chose, ou est-ce que c'est vraiment des femmes noires, parfois de la diversité de genre, qui ont mis de l'avant ces pratiques-là. C'est assez complexe, le MeToo, dit son nom là, dans le contexte, dit son nom dans le contexte montréalais, là, quand ça a éclaté en juin 2020, c'est dans le contexte de la pandémie, où est-ce que il y avait une sorte de frustration envers le système de justice, puis on ne peut pas faire confiance au système de justice pour faire avancer nos cas, donc on trouve des alternatives. Il y a eu beaucoup de critiques là, de ce mouvement-là, surtout par des gens qui sont attachés. En fait, on est tous socialisés dans l'idée de punir, puis ça passe par le système de justice criminelle. Il y a beaucoup de critiques, notamment par rapport à on ne passe pas par les bonnes institutions pour gérer la violence dans nos communautés.
d'un côté, je comprends qu'il y a des processus qui sont en place, mais si les processus ne fonctionnent pas, si ça nous force justement à dénoncer des amis, des gens qu'on est proches, parce que comme tu as dit, puis la chercheure vraiment va dire c'est 80% en fait des agressions sexuelles dans le contexte québécois qui se passent avec quelqu'un qu'on connaît, dans un endroit qu'on connaît aussi. Là. Donc, l'idée du violeur qui est dans la rue le soir, c'est quand même une infime partie des agressions sexuelles. Donc, ça devient vraiment difficile de se dire est-ce que je veux que mon agresseur termine en prison. Puis il y a aussi l'idée de comme peut-être que mon agresseur a déjà été agressé aussi. Mon agresseur a peut-être des conditions socio-économiques, des enjeux de santé mentale que la prison ne va pas me permettre à moi de guérir comme victime ou à lui de guérir comme agresseur. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, une liste qui permet de dire à la communauté comme cette personne-là a fait du mal, ça peut être une alternative. C'est ça qui est intéressant avec l'idée de l'abolition, c'est que autant que MeToo dit son nom, ça a été des outils utilisés par des survivants, des survivantes pour dire je ne veux pas passer par le système de justice criminelle parce que ça ne fonctionne pas et ça crée du mal, que dans le mouvement abolitionniste, ces listes-là peuvent aussi être critiquées parce qu'il s'agit quand même de punir des gens sur la place publique sans nécessairement qu'il y ait des conséquences. Puis les abolitionnistes font vraiment une différence entre ça. En fait, en anglais, on dit punishment is not accountability. Donc, la punition ne permet pas de prendre de l'imputabilité, mais la conséquence, oui. Les punitions, comme ces listes de noms, comme d'être criminalisé comme violeur, rarement, ça va encourager les gens à dire « Hey, j'ai fuck up, j'ai agressé quelqu'un, j'ai dépassé ses limites », puis de dire « Comment est-ce que je fais pour changer? » Parce que on crée du shame, on crée de l'embarras, de la honte sur la place publique, donc ça devient vraiment difficile de vraiment prendre responsabilité, puis quand les gens prennent responsabilité dans ces contextes-là, ben, c'est parce qu'ils sont un peu forcés de le faire. Le mouvement abolitionniste, quand on parle de prendre responsabilité, c'est de dire oui, il va y avoir des conséquences qui vont être au niveau. Par exemple, le cas de R. Kelly aux États-Unis, qui est comme, j'ai regardé le documentaire, pas dans le contexte, mais en même temps de faire mon projet de recherche parce qu'il a vraiment agressé de manière systématique des jeunes femmes noires qui étaient mineures et de manière assez violente. Ben, une manière que ça pourrait être une punition et non pas une conséquence. Ben, en fait, une conséquence, ce serait de dire ben, tu peux plus bénéficier de la musique qui t'a permis d'être dans cette position de pouvoir-là pour agresser des jeunes. Donc là, c'est vraiment pas, on parlait pas de ta liberté pour le reste de ta vie, mais on va établir des conséquences alentour de qu'est-ce qui a permis que tu puisses faire cette violence-là. Donc, moi, j'ai participé au mouvement MeToo parce que je suis une survivante aussi. J'ai encouragé les gens qui voulaient dénoncer sur ces listes-là, mais il y a aussi une question de est-ce que c'est vraiment ça qui permet aux gens de se transformer puis de réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas si c'est le meilleur outil, mais je comprends qu'on est dans un système en ce moment qui répond pas aux besoins, donc il faut qu'on crée puis qu'on expérimente différentes tactiques pour guérir. Puis je pense que MeToo dit son nom, c'en est là, c'est vraiment ça. Au moins, ça permet beaucoup d'ouvrir des conversations inconfortables dans des cercles universitaires, dans des cercles d'amis, dans des cercles de famille. Donc, pour ça, j'applaudis les gens qui participent à ça comme alternative. Mm-hmm. Oui, mais en fait, ça répond un peu, c'était ma prochaine question à propos, je voulais en savoir un peu plus à propos des critiques justement qui ont été adressées là, aux listes comme dit son nom, puis au mouvement MeToo, parce que j'ai l'impression qu'en 2020 particulièrement, ça a été très, très mal reçu. Il y a eu vraiment comme de la répression par rapport aux personnes qui ont dénoncé. Puis il y a plusieurs survivantes d'agressions qui ont carrément été poursuivies là, pour diffamation. Puis je voulais un peu savoir ton avis là-dessus, mais avec ce que tu viens de dire, je comprends un peu mieux là, que finalement, oui, ça permet comme un sentiment de justice peut-être à certaines survivantes, mais que dans le fond, la honte que ça engendre pour les personnes qui ont agressé, ça leur permet pas nécessairement comme de se diriger vers quelque chose qui serait thérapeutique, puis qui pourrait leur permettre de changer leur comportement. Ouais, ça rentre un peu dans... C'est vraiment complexe comme outil. Là, pour moi, c'est un outil d'organisation communautaire à un niveau très... on fait qu'est-ce qu'on peut en ce moment parce que le système de justice nous fera pas justice. Là. Puis, on n'a pas parlé encore des taux de conviction, mais
les agressions sexuelles, c'est le crime qui est le moins reporté au Canada. On parle de comme 6% des agressions sexuelles qui sont reportées. Puis quand on parle d'agressions sexuelles qui terminent avec une incarcération, c'est 0,24% des agressions sexuelles au Canada. Là. On s'entend, c'est un crime qui est vraiment difficile à prouver, dû à l'intimité, à la nature intime du crime, à cause que c'est la couronne qui a le fardeau de la preuve aussi. C'est dur d'avoir des preuves. Donc, le système, il ne fonctionne pas. Donc, comment est-ce qu'on se protège comme communauté? Je pense que MeToo, puis particulièrement Dis son nom, puis Dis son nom, ça roule quand même encore. Là. Je sais qu'en ce moment, il y a comme des 5 mois d'attente des fois avant de voir le nombre de la personne qui est agressée sur les listes. Ça, c'est très demandant, puis les personnes qui sont derrière ça travaillent énormément fort. Là. J'applaudis vraiment leur travail. Mais tu sais, en faisant mon travail sur l'abolition, je me questionne vraiment sur bon, ça a une fonction très utile de comme, avant d'aller en date, comme je regardais si la personne est là, puis si elle est là, je vais peut-être passer mon tour. Comme, moi, sur politique, j'utilise comme ça quand même. Puis j'ai des fois trouvé des gens que j'avais planifié en date. Ouais. Puis j'étais comme, je pense que je vais me retenir, mais tu sais, pour moi, c'est pas une manière de faire de la justice. C'est un outil de safety, de sécurité pour notre communauté. Puis, tu sais, ça permet aux gens de prendre une décision. Est-ce que ça veut dire que cette personne a causé ou pas, tu sais? On ne sait pas, il y a vraiment pas de manière de savoir à part faire confiance aux gens qui témoignent là-dessus, mais je comprends aussi l'élément de diffamation. Je pense que, en fait, ce que j'aimerais à la place que les gens disent « Oh mon Dieu, c'est de la diffamation », c'est si mon nom se retrouve là, comme que je me questionne sur mes actions. Parce que je pense honnêtement que à travers nos cours d'éducation sexuelle, on n'est pas socialisé, on n'apprend pas la sexualité dans une perspective qui est ancrée dans le plaisir, dans la créativité, dans la communication. On parle beaucoup j'imagine qu'il parle plus de consentement maintenant, mais on parlait beaucoup du TSS il y a 20 ans, puis on parlait de respect, mais on n'est pas ancré dans vraiment le plaisir et la communication. Donc, je pense que tous et toutes et chacun, on a peut-être déjà dépassé des limites de quelqu'un. Fait que, techniquement, tout le monde pourrait se retrouver sur cette liste-là. C'est vraiment... Après ça, c'est de voir comment est-ce que, si je vois mon nom là, je peux prendre responsabilité, je peux réfléchir, je peux aller en thérapie pour adresser, repenser. Ça veut pas dire que je contacte toutes les filles avec qui j'ai couché dans ma vie, que j'ai peut-être dépassé des limites pour les triggers. Là. C'est vraiment pas ça. Mais de voir comment est-ce que je peux travailler sur moi-même pour éviter que ça arrive. Parce que tu dois être la personne la plus alliée, la plus féministe, la plus éduquée sexuellement en termes de consentement et tout. Ça se peut qu'à un moment donné, tu lises mal les signaux, puis que l'autre personne se sente victimisée par un geste. Comment est-ce qu'on adresse ça après? C'est vraiment ça que la justice transformatrice veut faire, c'est qu'on veut créer des espaces où est-ce que si quelqu'un fait mal à quelqu'un, on est capable de recevoir ça sans avoir la menace de ça se peut que tu es en prison parce que je vais utiliser qu'est-ce que tu vas dire contre toi en cours. Puis ça, j'ai l'impression que ça retient beaucoup de gens de prendre responsabilité parce que on a tellement l'image du violeur qui est ça, là, le Robert Pickton, le violeur en série, qui est comme, mais moi, non, je ne suis pas un violeur. Là. Ouais. Le viol, en tant que tel, ça s'inscrit vraiment dans un contexte particulier, comme un moment précis, puis ils veulent pas, les gens, je comprends, là, tu veux pas que ton identité soit attachée à cet incident, si violent et grave soit-il, on veut pas ça, puis c'est ça que le système de justice criminelle fait, c'est qu'on dit, il y a un criminel, puis il y a une victime, puis c'est ça pour le reste de ta vie, alors la personne qui est définie comme victime dans le système de justice criminelle a peut-être déjà aussi violé ou dépassé les limites de quelqu'un. Fait que je pense que c'est ça. Tant que le système est là, c'est difficile pour les gens de prendre responsabilité et de dire que moi, j'ai fuck up. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant, là, tout ce que tu as mentionné. Puis justement, récemment, j'ai eu une discussion avec des amis et des collègues, puis on se disait, mais le consentement, la première fois, à l'âge qu'on a, le consentement pour ce concept-là, on en a entendu parler pour la première fois comme peut-être en 2019. Là. Comme, moi, c'était un concept nouveau là, pour moi. Fait que j'ai l'impression que, exactement comme tu viens de l'expliquer, si on fait un examen de conscience et qu'on regarde nos comportements passés, je pense qu'on peut tous et toutes trouver des choses qui sont pas... il y a certainement des moments qui sont arrivés où, justement, comme tu dis, on a peut-être mal lu des signaux, on n'a peut-être pas respecté le consentement des gens parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on n'était pas conscientisé. Donc, je trouve ça intéressant là, de déconstruire l'idée que nécessairement les personnes qui commettent des abus sont entièrement comme de mauvaises personnes, alors qu'il y a vraiment une zone de gris à tout ça. Oui, on est socialisé depuis le primaire dans nos cours d'éthique à
c'est quoi la question du bien et du mal, ou de prendre des décisions qui sont vraiment binaires, alors que la réalité, c'est que des interactions humaines, c'est vraiment dynamique, c'est vraiment complexe, c'est vraiment nuancé. Nuancé, puis, tu sais, moi, je m'identifie comme une survivante, mais tu sais, je sais que j'ai, dans certains contextes, dans le moment, insisté, peut-être poussé avec des partenaires qui étaient peut-être pas confortables, puis finalement, ça s'est arrêté, mais ça se peut que que ça a été reçu comme violent par l'autre personne. Puis si on n'en parle pas, ben, tu sais, ben, moi, je reste avec mon label de survivante pour le reste de ma vie, puis je navigue le monde comme si ça me protégeait. Puis je trouverais pas ça juste que quelqu'un qui ait agressé quelqu'un, puis ça a été reconnu par le système de justice ou dans un cercle d'amis, que ben, tu navigues le reste de ta vie comme si c'est impossible que toi, tu aies été victimisé aussi. C'est pas pour dire les agresseurs sont des victimes, mais c'est juste que je pense que on s'est tellement distancié de la notion d'agresseur, c'est comme si les agresseurs, c'est un groupe, puis que nous, on n'en fait jamais partie. Je pense que des gens commettent des agressions qui sont violentes, puis il y a des gens qui sont victimisés, puis c'est pas toujours deux groupes séparés, c'est juste ça. Mais le système de justice, c'est vraiment ça qui crée, c'est un modèle adversarial où est-ce qu'il y a une victime, puis un criminel, puis ben, quand tu es criminalisé, ben, ça reste attaché à toi vraiment longtemps, même si on n'a pas l'intensité des listes américaines où est-ce qu'on avertit quand tu agresses des enfants aux États-Unis, tu arrives dans une nouvelle communauté, tes voisins sont avertis, on n'a pas ça ici, mais il y a des on Google les gens, on a leur nom, puis là, ben, c'est comme tu es un agresseur pour le reste de ta vie. Puis ça donne pas vraiment d'opportunité de te transformer comme personne. Mm-hmm. Oui, puis là, cette question-là n'est pas dans la liste, mais avec mes amis récemment, on se demandait est-ce que les personnes qui agressent puis qui ont une carrière publique, par exemple, ou on se disait que, mettons, les personnes qui ont commis des actes de pédophilie, par exemple, justement, leur communauté va être avertie, qui ont fait ça. Est-ce que, selon toi, ce serait bien que les personnes qui ont commis des agressions sur des femmes adultes connaissent aussi, que ce soit aussi le cas pour ces personnes-là? Puis, est-ce que les personnes qui ont une carrière publique devraient perdre ce privilège-là d'apparaître dans l'espace public? C'est des très bonnes questions. C'est là que la question de la punition versus la conséquence arrive. Puis je pense vraiment que d'être dans une position publique, que ce soit politique, que ce soit dans le domaine des arts, de la culture, ben ça vient avec le privilège de la notoriété. Puis la notoriété, ça vient aussi... ça peut te permettre justement de donner un accès à des gens qui n'auraient pas accès, t'aurais pas accès à ces personnes-là autrement. Donc, moi, je suis d'avis que de perdre ce privilège-là, ben, c'est une conséquence, c'est pas une punition. C'est pas de dire tu n'as plus jamais le droit de travailler, tu n'as plus le droit de voir ta famille, tu n'as plus le droit de. Tu es en prison pour le reste de ta vie, c'est pas ça qu'on veut, mais ta position de privilège te donne accès à des gens. Puis je pense que c'est important de dire ben non, tu n'as plus le droit de faire de l'argent dans le domaine culturel, dans le domaine politique, si tu as commis des agressions. Au niveau des notifications, moi, je trouve ça vraiment difficile. Puis, en fait, il n'y a pas de notification communautaire au Canada quand quelqu'un, un agresseur sexuel qui fait des actes pédophiles, retourne dans une communauté. Il n'y a pas t'es sur une liste qui est tenue par la GRC, mais les voisins n'auront pas une notification qu'il y a un pédophile qui a déménagé. En Ontario, on peut voir des cartes où sont réinsérées ces personnes-là comme dans la province, mais tu sais pas que c'est ton voisin. Là. Ce que je pense que c'est quand même important parce que sinon, ça mène à une marginalisation quand même assez importante, puis potentiellement pour le reste de ta vie, alors que les risques de récidivisme ne sont pas si élevés que ça. Là, quand on parle de gens qui ont été vraiment incarcérés, qui ont été à des programmes de réhabilitation aussi, des fois, ils sont là pendant 20 ans, on s'entend, les gens ont temps de réfléchir. Je ne dis pas que ça fonctionne, là, ça crée beaucoup de mal. En fait, les gens qui sont en prison pour agression sexuelle sont plus à risque d'être agressés sexuellement en prison. Là. C'est quand même, on perpétue vraiment de la violence sexuelle en prison. Donc, l'idée de la notification, ça peut mener lieu à du vigilantisme, ça peut mener lieu à une marginalisation. Ces personnes ont déjà l'idée de se faire réinsérer dans une communauté aussi, c'est vraiment difficile parce que souvent, les gens qui vont en prison n'ont jamais vraiment été insérés dans la communauté à la base. Ils étaient déjà marginalisés, puis on marginalise plus avec cette identité criminelle. Donc, je suis pas sûre que je suis pour la notification communautaire. Je pense que dans le cas des personnalités publiques, je pense que c'est une conséquence qui vient avec tu connaissais ta position, ta positionnalité dans la société, tu ne devrais pas bénéficier de ça par après. On peut penser à des musiciens. Ça peut être difficile des fois de dissocier l'artiste de son œuvre. Ben, ça se peut que peut-être tu ne reçoives plus d'argent par rapport à la musique que tu as créée, si ça t'a permis de créer de la violence.
Je suis plus dans cette optique-là de conséquences que de permettre un vigilantisme parce qu'on est encore une fois vraiment socialisé dans l'idée que la seule manière de rétablir la justice, c'est à travers la punition puis la vengeance. Puis ça, c'est engrainé dans nous à l'extérieur du système de justice criminelle. C'est ça, j'ai quand même un gros malaise avec ça. Puis je pense pas que comme société, on est capable de réintégrer des gens dans nos communautés de manière qui serait, ben, oui, dans la bienveillance, mais aussi dans la transformation, puis de croire dans le potentiel de transformation des gens, surtout dans les processus de justice transformatrice où on est accompagné par un ou une facilitateur ou facilitatrice, médiateur, médiatrice. Ça devient vraiment difficile à dénouer après ça si jamais on commence à avertir tout le monde que ton voisin a agressé des enfants ou agressé des femmes, là, parce que tout le monde agresse, mais c'est juste ceux qui sont attrapés, entre guillemets, qui sont notifiés, ben, c'est comme des gens il y a comme quand même une iniquité et des disparités entre qui se fait attraper, là. Le département canadien de la justice décrit son système criminel comme étant l'un des meilleurs au monde, comme étant un modèle pour les autres pays et une fierté pour les Canadiens. Pourtant, il y a plusieurs critiques qui peuvent lui être adressées, lesquelles, selon toi, vraiment, grosso modo? Oui, ben tu sais, c'est une institution coloniale, là, puis je pense que c'est vraiment important de le reconnaître, là. L'incarcération des personnes de couleur, puis spécifiquement des femmes et des hommes autochtones et des personnes à diversité de genre autochtone est comme inexplicable. C'est vraiment, ça s'explique par une chose qui est comme le colonialisme puis le racisme. Il y a vraiment une disparité à ce niveau-là. Les femmes autochtones font 4% de la population canadienne, mais elles représentent plus de 50% des femmes en prison fédérale. Donc, il y a vraiment des enjeux quand même de racisme puis de légitimité aussi pour beaucoup de communautés autochtones. De comment ça se fait qu'on se fait imposer un modèle de justice rétributive, donc qui est vraiment ancré dans la punition, alors que dans les pratiques traditionnelles, oui, il y a de la punition, mais c'est vraiment pas au même niveau de l'incarcération. Je ne sais pas si c'en est un. Je pense que pour les gens qui sont passés par le système de justice criminelle, les délais administratifs et de cours sont ensemble. Il y a un gros. Moi-même, j'ai déposé 4 plaintes il y a 4 ans, puis il y en a une que j'ai encore pas d'attente de nouvelles. Donc, on parle de délais quand même assez importants, puis qui permettent, c'est ça, qui comme créent un manque de confiance. Donc, ça, je pense que c'en est vraiment deux gros, là, je pense. Ouais, les délais, puis comme tout le colonialisme, puis puis dans le terme des agressions sexuelles, je pense que c'est ça, l'incapacité à vraiment livrer sur, c'est ça, si tu dis que c'est la voie à aller, comment ça se fait que juste 0,24% les autres plaintes ne sont pas fausses, c'est juste que le système y fait ou est-ce que c'est vraiment difficile de prouver que le crime est vraiment arrivé. Donc, je pense que ça ferait 3. Puis par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant avec le système de justice criminelle canadien, c'est sa capacité à se réformer. Depuis aussi longtemps que les violences sexuelles, ça a été criminalisé, il y a eu autant de réformes. Là. On réforme beaucoup, on réforme parce qu'on veut mettre à jour quand il y a des nouveaux crimes. Là, on parle avec la technologie, par exemple, tout ce qui se fait en ligne. Quand on veut ajuster avec les valeurs du temps, ou quand on réalise qu'il y a des lacunes. Puis, le contexte de ce mémoire-là a été écrit dans le développement de nouveaux tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle au Québec, qui d'ailleurs viennent de commencer dans les derniers mois. Puis le but, c'était de mieux soutenir les victimes parce que les victimes n'étaient pas supportées avant. Donc, on voulait répondre à ce besoin-là. Donc, on a créé des tribunaux spécialisés. Mais moi, ma question de recherche, ça allait vraiment au-delà de... Tu sais, c'est le fun qu'on se réforme, mais... Et si c'était les idées qui sont comme à la fondation du système de justice criminelle qui ne fonctionne pas, qui est l'idée de la punition, qui est si forte que ça. Donc, moi, j'ai questionné la punition parce que les réformes, si on fait juste réformer, mais on se base toujours sur l'idée de la punition, puis on ne questionne pas l'idée de la punition, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Donc, je pense que le système est rétroactif, il évolue, il n'est pas du tout ancré dans le passé, mais il questionne pas ses fondations, puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va juste avoir des réformes à l'infini, puis que pour laquelle je ne crois pas vraiment aux tribunaux spécialisés en violence sexuelle. Okay. Mais ça peut répondre mieux aux besoins des victimes que traditionnellement. Okay. Puis j'ai vraiment une grande question pour toi aussi. Je pense qu'on n'y répondra pas là, en l'espace de quelques minutes, mais tu expliques dans ton travail qu'en 2007,
3% des personnes accusées d'agression sexuelle étaient des femmes, tandis que 86% des victimes d'agression étaient des femmes. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment une trop grande question, mais selon toi, pourquoi c'est comme ça dans nos sociétés? Pourquoi les femmes agressent peu, mais sont majoritairement les personnes qui sont agressées? Ben, tu sais, la réponse facile, c'est de dire le patriarcat. Mais tu sais, le patriarcat, tu sais, c'est pas un système qui fait juste mal aux femmes. Là. Je pense qu'il fait aussi vraiment mal aux hommes. Puis, tu sais, le 3% des personnes accusées d'agression sexuelle, tu sais, les hommes qui sont agressés, puis ça peut être à différents niveaux. Là. Je pense que c'est peut-être moins de manière systémique, mais les hommes qui sont accusés, ils vont pas aller reporter. Ils vont pas aller à la police pour le dire. On dit que c'est 6% des agressions sexuelles qui sont reportées, mais il y a des hommes qui sont agressés aussi qui ne le reportent pas parce que ben, le patriarcat crée justement cette oppression sur autant les hommes et les femmes que les personnes à diversité de genre de ben ça c'est ton rôle, puis ton rôle, c'est pas de te faire agresser, comme c'est pas toi la victime dans la société. Fait que si t'es une victime, t'en parleras pas. Puis ça, je l'ai vraiment réalisé en faisant de la diffusion publique, diffusion des savoirs sur mon travail, où est-ce que ben, il y a des hommes qui m'ont approché pour me parler de leurs expériences de victimisation. Puis quand je leur dis, t'as déjà considéré aller à la police avec ça, parce que c'est une question qu'on se fait souvent demander comme femme quand on en parle, ben c'est même pas dans le possible de leur penser. Puis ils se disent, ben, tu sais, c'est juste arrivé une fois, puis je veux pas prendre la place des femmes. Puis tu sais, c'est vraiment des questions sensibles parce qu'on peut pas parler, les hommes qui sont victimisés en parlent pas, ou ils savent qu'ils ont aussi agressé, fait qu'ils sont pas à l'aise nécessairement d'aller rapporter leur expérience de victimisation en termes de violence. Mais oui, il y a certainement, on vit dans un rape culture qui est quand même assez fort, où est-ce que ouais, les femmes sont juste instrumentalisées, puis sexualisées, puis je parle de ça en étant une femme blanche, mais je pense que les femmes qui sont racisées, les femmes trans, les femmes de la diversité de genre, les vivent de manière encore plus intense que moi. Mais ouais, il y a des structures patriarcales qui sont quand même assez fortes, qui poussent à ce qu'il y ait plus de violence envers les femmes, puis qui permettent pas nécessairement aux hommes d'en parler quand ils en vivent. Mm-hmm. Puis il y a peu de ressources à ce jour, je pense, pour les hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Moi, j'habite à Sherbrooke, puis il y a un centre pour les hommes, mais j'ai appris récemment que c'était vraiment comme un des seuls qui existait là, dans la région, puis au Québec même, je pense. Là, fait que ça ajoute, j'imagine, vraiment comme à la difficulté, justement, des hommes à aller parler là, de ce qu'ils ont vécu. Ouais, puis je pense que c'est ça qui est intéressant avec la justice transformative ou transformatrice, c'est que on veut créer des espaces où est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait fait de la violence, peut dire j'ai fait de la violence, mais j'ai aussi été victime de violence. Puis j'ai eu la chance de travailler, j'ai eu la chance de travailler en communauté autochtone, puis j'ai été dans des espaces parce qu'il y a des hommes qui étaient dans la soixantaine, parlaient de la violence qu'ils avaient créée dans leur famille, donc de la violence domestique, mais qui parlaient aussi de leur expérience de victimisation dans les écoles résidentielles, puis ils n'en avaient jamais parlé de leur vie. Ben, tu sais, c'est normal quand on vit des traumas d'imposer. Puis je dis pas que c'est légitime puis qu'on doit juste victimiser. Je pense qu'il faut qu'on prenne responsabilité puis qu'on prenne le sérieux de la violence que nous, on crée à cause de nos propres traumas qui n'ont pas été réparés. Mais si on n'est pas capable d'accueillir l'ensemble de la personne dans toute son expérience de vie, ben, c'est vraiment difficile de se transformer comme communauté puis comme individu. Donc, je crois vraiment qu'il faut aller au-delà de dire t'es un agresseur, t'es une victime, mais d'accueillir l'entièreté de l'expérience de la personne. Puis plus d'espace comme ça pour les hommes, ça serait vraiment idéal. Donc, on va passer à la deuxième section de questions qui sont plus d'ordre méthodologique. Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé là, quand j'ai lu tes travaux, ben, c'est que tu te positionnes vraiment de manière ouverte. Puis tu parles de ton expérience personnelle avec le système de justice. Puis je trouve que d'abord, ça prend vraiment beaucoup de courage de faire ça, puis pour se montrer vulnérable dans le monde académique. Puis je dois avouer que c'était vraiment la première fois que je voyais ça dans un travail universitaire. Puis en histoire, en fait, c'est vraiment un immense interdit de faire ça. Mais moi, je pense que nos intérêts de recherche sont vraiment toujours teintés là, par nos expériences personnelles. Puis j'aimerais t'entendre, dans le fond, penses-tu que les chercheurs devraient davantage être transparents, là, comme tu l'as fait dans leurs travaux de recherche, puis parler finalement de ce qui les motive à faire cette recherche-là? Puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as reçu des critiques pour avoir fait ça, ou c'est juste en histoire que le monde vit dans le mythe de l'objectivité?
Mais c'est des bonnes questions. C'est quand même des questions que je me suis posées avant de le faire. Donc, c'est juste pour mettre en contexte, dans mon mémoire de maîtrise, j'ai passé vraiment un bon 2-3 pages à c'est ça, exprimer mon expérience de victime de violence sexuelle, de me positionner aussi comme survivante de violence sexuelle, puis d'expliquer un peu comment j'ai navigué le système de justice criminelle, puis comment est-ce que ça m'a mené aux réflexions de questionner l'idée de la punition. Donc, tu sais, c'était quand même assez à propos considérant mon projet. Puis en fait, mon projet de mémoire à la base, c'était pas supposé être sur ça. Je regardais vraiment les pratiques de justice alternatives en milieu autochtone. Tu sais, ça, dans ma question de ma positionnalité comme personne blanche, je me suis dit comment est-ce que je peux regarder peut-être des choses qui sont plus proches de moi en ce moment pour le contexte d'un projet de mémoire. Puis, aussi difficile que c'était, je me dis, regarde, je vais travailler sur ma propre expérience. Je vais essayer d'intellectualiser mon expérience de victimisation. Euh, Ça m'a quand même vraiment fait du bien. C'est vraiment intéressant. Puis ça donne l'espoir, là, lire la littérature abolitionniste. Euh, mais tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai contacté des femmes dans mon département qui sont professeurs, que je sais qui sont quand même des bonnes alliées, à qui j'écris pour savoir est-ce que je l'inclus dans mon mémoire. Est-ce que je le mets, est-ce que je suis transparente dans mon mémoire de vraiment raconter ce récit-là? Puis elles m'ont dit oui, qu'il y avait quelque chose de vraiment puissant là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on fait traditionnellement en sciences politiques, mais on est rendu à un étape où il faut transformer la discipline là-dedans. Là. Puis même une des critiques que j'ai eues de mon projet durant ma soutenance, c'est pas traditionnellement en sciences politiques qu'est-ce que je fais. J'ai été chercher des auteurs qui sont pas les grands noms de la science politique. Je parle de transformer, je challenge vraiment les institutions politiques. Puis je me mets un peu vraiment en nu à travers comme ce récit-là. Je pense que l'avantage de ça, ben, la transparence, c'est de dire ben, de où on vient quand on écrit ces choses-là. Quelqu'un qui se définirait pas comme survivante de violence sexuelle, elle aurait peut-être pas écrit de la même manière, aurait peut-être pas eu les mêmes lentilles pour regarder le problème. Donc, c'est sûr que ça informe, ça l'influence comment je vais analyser les institutions. Donc, pour moi, ça c'était vraiment important. Mais après ça, l'envers de la médaille, ben, est-ce que j'ai reçu des critiques? C'était pas tant des critiques comme oh mon Dieu, ça t'est comme tu sais, le genre de oh shit, tu t'es fait violer, comme je suis vraiment désolée. Comme si ça n'arrivait pas, là, tu sais, ça arrive dans notre société, là, je suis pas la seule à qui ça arrive. Puis ben, il y a eu comme, quand même beaucoup de conversations sur ça dans mes rencontres avec mon superviseur, même durant ma soutenance, c'est comme je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça. Le, puis je l'accepte que les gens soient inconfortables puis mal, puis ça crée vraiment de l'inconfort aussi. Je l'accepte, mais en même temps, ça démontre ce genre de dramatisation-là de la violence sexuelle, comme si c'était pas quelque chose qui arrivait dans nos universités, puis dans nos cercles. Là. Ça arrive, ça se passe. Là, il faut pas être surpris là, à chaque fois que ça se passe. Je pense qu'il faut respecter là où la survivante, dans ses démarches, dans son empowerment, dans son agentivité aussi, de décider qu'est-ce qu'elle veut faire comme recherche. C'est ça, j'ai aussi eu des conversations assez difficiles sur ben, comment ça se fait que comme survivante, tu veux pas envoyer ton agresseur en prison. Mm-hmm. Après avoir écrit ce projet-là. Alors que, tu sais, le but, c'est de respecter l'agentivité des gens dans qu'est-ce qu'elles et où elles font. Donc, non, c'est pas pratique courante en sciences politiques de le faire autant pour... parce que là, on parle pas juste de motivation, on parle vraiment d'expérience de vie. Mais je pense que comme dans la recherche autochtone, c'est beaucoup quelque chose qui se fait parler de positionnalité. Puis je pense qu'il y a quelque chose à gagner à le faire. Puis dans le milieu dans lequel j'étudie en ce moment, nos superviseurs nous encouragent vraiment à réfléchir à nos motivations de nos projets. Sans nécessairement décider de se mettre à nu dans le projet, de vraiment toujours essayer de voir c'est quoi le fil conducteur de ta carrière professionnelle, académique, puis personnelle, puis comment est-ce que ça vient ensemble, puis comment est-ce que aussi, c'est quoi ta légitimité pour parler de ce sujet-là? Mm-hmm. Donc, c'est ça. J'encouragerais les gens qui sont à l'aise à le faire, mais en même temps, faut que tu sois prêt à parler de ton expérience de victimisation si tu le fais. Là. Puis moi, je suis allée vraiment en détail, mais je comprendrais que quelqu'un voudrait juste dire comme ma positionnalité comme chercheur, ben, j'ai été victime de violence sexuelle, puis on finit ça, là, pas besoin d'aller dans les détails. Mais je pense que la recherche a gagné de comprendre d'où les chercheurs qui écrivent les articles viennent. Mm-hmm. Oui, puis je veux rebondir sur quelque chose que tu as mentionné. Moi, je pense que ça me hérisse particulièrement les gens qui tombent des nues, tu sais, quand on parle de violence sexuelle. Puis je pense que des fois,
la manière dont notre entourage, nos collègues, nos familles, nos amis réagissent à à un récit d'agression, on dirait que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre qu'on peut être calme puis à l'aise d'en parler, puis qu'on a peut-être aussi besoin d'en parler. Puis Ouais. je pense que c'est comme ils sont pas toujours outillés finalement pour recevoir ça. Puis particulièrement dans le milieu académique, je trouve ça problématique parce que c'est tellement un milieu, tu sais, il y a tellement d'agressions qui se produisent sur les campus. Puis à Mhm. chaque fois que c'est dénoncé, tu sais, j'ai l'impression que les professeurs, l'administration tombent des nues un peu, mais comme tu dis, il y a vraiment un caractère qui est presque banal à ça parce que ça arrive constamment. Ouais. Puis ça fait, tu sais, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là. Puis moi, je pense que je suis rendue dans un extrême où est-ce que tu sais, j'en parle puis je réalise pas que ça peut affecter les gens autour de moi, que ça peut trigger leurs propres expériences aussi de Ouais. victimisation. Mais tu sais, pour moi, il y a quelque chose de profondément bienveillant à créer un espace de sécurité intellectuelle, surtout en milieu académique, mais aussi dans les cercles d'amis, où est-ce que si je te parle d'une expérience de victimisation, que ça, que c'est pas toi qui réagisse à ça, mais plutôt qu'ils disent qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Mhm, mhm. Est-ce que tu m'en parles parce que tu veux comme parce que si j'en parle dans mon contexte de recherche, c'est probablement pas parce que je veux ventiler ou parce que je veux du support émotionnel. Fait que, tu sais, de créer cet espace-là sécuritaire intellectuellement, ou est-ce que tu as besoin de quelque chose en ce moment ou c'est comment est-ce que tu veux que je me positionne par rapport à ce que tu viens de me parler si tu connais pas assez bien la personne. Puis là, ben, tu sais, la personne peut être comme ah, ben, j'ai juste besoin d'en parler, puis t'écoutes, j'ai besoin que tu me réconfortes, j'ai besoin qu'on en parle comme d'un fait. Parce que c'est un fait sociétal que ça arrive. Puis quand que je le fais, comme quand j'en parle comme chercheur, ben, c'est gentil de voir que mes supérieurs, mon comité de lecture a de l'empathie pour mon expérience, mais je veux pas que ça t'affecte dans ma vision de chercheur ou comme une chercheure victime. C'est pas ça que je parle. C'est de dire, j'utilise cette expérience-là pour nourrir ma recherche, puis je veux être validée comme chercheur quand même, même si je suis perçue comme une victime dans ce contexte-là, parce que je parle de mon expérience de victimisation. Donc, ouais, créer un espace de sécurité intellectuelle, puis demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, surtout dans le monde académique. Là. Mhm. Puis, au fond, tu sais, je trouve que, mettons, dans les disciplines comme l'histoire, l'émotion, c'est vraiment perçu comme une chose qui va comme affecter un peu ton jugement. Mais est-ce que tu penses que finalement, de faire de la recherche dans un domaine qui nous touche intimement, ça peut être non pas un frein à la soi-disant neutralité, mais un atout, finalement? Ben, je pense que c'est un atout, tu sais, parce qu'on est des humains qui vivent des émotions, puis il y a Mariam Kaba, qui est une activiste noire aux États-Unis abolitionniste, a écrit un article sur justement R. Kelly quand il a finalement eu sa sentence puis a été incarcéré. Puis beaucoup de gens, même des gens qui se présentent comme abolitionnistes, parlaient d'un soulagement, elle était sur les réseaux sociaux célébrant ça. Puis Mariam Kaba, ce qu'elle disait, c'est que l'abolition, c'est pas à propos de tes émotions. Ça Mhm. veut pas dire que parce que tu vis des émotions euh, par rapport à un certain événement ou c'est ça par rapport, par exemple, à ton expérience de victimisation, euh, que tu peux pas te positionner aussi. On peut vraiment faire une distinction des deux, mais c'est quand même important de reconnaître qu'on peut vivre des émotions par rapport à nos projets de recherche, puis que ces émotions-là peuvent informer comment on fait la recherche ou comment on se sent. Mais tu sais, quand on ressent comme abolitionniste, quand j'ai regardé le documentaire de R. Kelly, oui, j'étais soulagée qu'ils sont en prison, mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que l'abolition n'est pas quand même une solution? Le fait d'aller en prison, c'est peut-être pas idéal selon ma perspective. Puis c'est de se questionner de comme pourquoi est-ce que mon soulagement, comment est-ce que ça se fait que mon sentiment de satisfaction émerge? Puis là, ben, c'est comprendre, ben, c'est qu'on vit dans une communauté où est-ce qu'on est socialisé que la vengeance est une manière de rétablir la justice. Mhm. Donc, ça se permet vraiment, moi je pense que les émotions, ça nous permet de nous questionner justement sur nos projets de recherche, sur nos visions, sur nos questions, puis aussi de les faire évoluer. Puis j'ai fait un double deck en histoire, ça fait longtemps, mais l'idée de l'objectivité, c'est un idéal. C'est pas, il n'y a aucun chercheur en histoire qui est objectif. Les Monsieur Blancs, pendant longtemps, qui l'ont écrite l'histoire, puis on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'histoires sur les personnes qui ne sont pas des Monsieur Blancs. Oui, oui. Puis je trouve que ça traduit vraiment comme le manque de critique qu'il y a envers justement ces chercheurs hommes blancs qui vivent pas vraiment d'oppression, ben, en tout cas Ouais. moins que les autres groupes minorisés. Puis c'est comme si ça mettait leurs paroles un peu sur un piédestal en disant ça, ben c'est neutre, tu sais, alors que ça l'est pas. Puis
eux-mêmes, ils en ont des émotions, puis ils en ont des billets, c'est juste qu'on les questionne pas vraiment. Puis justement, penses-tu, est-ce que les chercheurs devraient systématiquement dévoiler leur background, puis expliquer finalement leur position dans leurs travaux de recherche? Mais dans aucun cas, je forcerais quelqu'un à partager quelque chose qui peut être traumatisant pour eux. Ça, d'un côté, là, je pense que c'est vraiment important, c'est de l'accueillir quand ça vient. Mais j'encouragerais les gens à faire ça pour eux-mêmes, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je suis intéressée à ce projet-là? Est-ce que c'est des privilèges qui me permettent d'utiliser ça? Est-ce que ça vient d'une place d'oppression? Puis, je pense qu'il y aurait quelque chose à dire sur peut-être des hommes blancs privilégiés qui pourraient étudier aussi comment est-ce que, oui, on bénéficie du patriarcat, mais comment aussi ça les opprime, parce que c'est des formes d'oppression qui oppriment tout le monde. Mais tu sais, moi, j'aime ça, lire un travail puis de voir si quelqu'un, c'est un homme, c'est une femme, c'est une personne à diversité de genre, c'était quoi le parcours de la personne quand j'ai un article, est-ce que c'est quelqu'un qui a juste été parachuté, par exemple, en Afrique, puis qui a fait ça pendant 3 mois, ou ça s'inscrit dans une narrative d'expérience de vie aussi? Je pense que moi, j'aime ça parce que ça contextualise les articles scientifiques. Mais je l'imposerais pas, puis ça serait pas nécessairement systématique, mais j'encouragerais comme la nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses à se questionner eux-mêmes en pourquoi est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis. Puis, tu sais, toi, tu mentionnais de questionner, de chercher les questions féministes en histoire, de regarder l'histoire dans une perspective féministe. Ben, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que ce soit ça qui t'intéresse? Mm-hmm. Puis, vraiment de s'approprier ce discours-là de comme, voici mon parcours de vie, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense aussi que ça donne une puissance à notre projet, puis à nos projets de recherche ou même à nos intérêts quand on n'est pas dans le monde académique, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, puis de challenger ça une fois de temps en temps. Est-ce que ça vient d'une place de privilège, d'une place de pression, de trauma? Mais c'est ça, je ne forcerais pas des gens à dévoiler leurs expériences traumatiques dans leur projet. Oui, d'accord. Ouais. La question que je pose à tous les invités, est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà dans ton domaine de recherche? Oh mon Dieu, ça arrive tellement souvent de me faire expliquer des affaires. Puis ça a été vraiment difficile, mais tu sais, au-delà de me faire expliquer qu'est-ce que je sais déjà, je me suis fait expliquer qu'est-ce que je devrais vouloir comme victime de violence sexuelle. Okay. Comme dans le département, mais aussi, tu sais, je suis assez verbale sur mes réseaux sociaux par rapport à ma recherche, puis de me faire slide dans les DM par des gars pour me dire « Ah, mais tu sais, les hommes aussi sont agressés. » C'est comme « OK, oui. OK. » Mais comme c'est quoi le point de cette conversation-là? Puis moi, je suis vraiment ouverte à parler de violence sexuelle. Je suis ouverte à recevoir des gens qui dévoilent, qui ont agressé ou qui se sont fait agresser, puis de l'accueillir vraiment dans un espace de sécurité intellectuelle puis de bienveillance. Mais je me questionne souvent quand les gens viennent m'expliquer c'est quoi ma recherche, viennent me dire, parce que justement, j'ai fait l'exercice d'affirmer c'est quoi ma positionnalité comme survivante de violence sexuelle, de venir me faire dire qu'est-ce que je devrais vouloir. Puis, ce que je trouve vraiment violent là-dedans, puis j'utilise le mot violent, puis qui me met en colère, c'est que en me disant qu'est-ce que je devrais vouloir comme victime ou comme survivante de violence sexuelle, on répète exactement ce que le système de justice criminelle fait, c'est-à-dire voici les étapes que tu dois suivre pour guérir ou pour avoir de la justice, sans jamais vraiment l'avoir. Donc, je pense que de respecter la gentilité des gens là, dans leur recherche, puis de leur faire confiance aussi que comme personne qui a vécu des choses, on a une expertise au-delà, parce qu'il y a 2 choses. Il y a comme notre expertise de vie, puis ensuite notre expertise de recherche. Mais je pense que c'est important de nous donner de la validité là-dedans, puis pas venir questionner comme chercheur qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou dans l'extérieur, là, parce que ça a vraiment été ça. Là. Ça a été comme, pourquoi est-ce que tu n'as pas reporté à la police? Puis, ma dernière question, là, en tout cas, je pense que pas j'appréhende, mais je vois un peu là, qu'est-ce que ça va être la réponse. Mais selon toi, est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Est-ce qu'on peut être féministe et chercheur universitaire sans être biaisé? Tu m'avais envoyé les questions à l'avance, puis j'étais avec ma meilleure amie, puis j'étais comme, est-ce que mon projet de maîtrise est féministe? Je me suis vraiment questionnée là-dessus parce que j'étais comme, OK, bon, j'utilise les auteurs qui sont féministes, mais tu sais, je ne m'inscris pas nécessairement dans du féminisme second. Tu sais, je ne me suis pas comme ancrée dans des théories féministes nécessairement. Mais l'idée
l'État carcéral n'est pas féministe du tout. Les prisons, c'est pas féministe. Donc, tu sais, de venir challenger ça dans une perspective transformatrice, ça s'inscrit dans une lignée féministe, ça s'inscrit dans une lignée d'auteurs noirs féministes, d'autrices autochtones féministes. Puis, je pense que oui, on peut l'être, mais dans le domaine de la science politique. Je pense que peut-être une place où tu peux être confortable dans le milieu universitaire, comme féministe, c'est Women's Studies, études féministes. En sciences politiques, là, c'est extrêmement difficile. D'un côté, on a des professeurs qui sont très conservateurs, plus de droite, qui sont comme clairement pas des alliés. Puis après ça, tu as des hommes qui sont des alliés, mais qui vont pas nécessairement venir speak up pour les femmes dans le département, qui vont pas venir speak up pour les approches féministes dans le département. Donc, je pense qu'il y a une belle solidarité féministe entre les femmes du département, mais il faut qu'il y ait une plus grande population de femmes dans le département aussi. Je pense qu'on peut être à la fois chercheur universitaire et féministe, mais je pense qu'il faut être solide, puis il faut croire dans des approches méthodologiques, dans des approches de rédaction, dans des approches de parler de notre positionnalité en recherche, puis d'être correct que ça va créer de l'inconfort. Mm-hmm. Ouais. Je pense que ça a vraiment été un des trucs là, durant ma soutenance. Je pense que je me suis fait dire par les 3 personnes qui étaient sur le comité que c'était vraiment thought-provoking, puis c'est vraiment différent de ce qu'on fait en sciences politiques d'habitude, mais je pense qu'il faut tenir tête à ça, parce que sinon on ne pourrait jamais avancer, on ne pourrait jamais challenger les institutions qui sont en place. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit fiers d'être féministe dans le milieu universitaire, mais savoir que ça vient avec ben des défis. Ben, je te remercie beaucoup, ça me donne vraiment de l'espoir. Puis merci pour cette conversation-là au complet, c'était vraiment rafraîchissant là, de t'entendre. Puis merci de m'avoir donné de ton temps, puis de m'avoir expliqué autant en détail là, chacune de tes positions, j'apprécie. Mais merci à toi, c'est vraiment une belle conversation, je suis contente. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.